fidèles 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À Gaza, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu n'a pas empêché la poursuite des attaques sionistes qui ont fait au moins 21 martyrs ce samedi. Les autorités palestiniennes de la santé annoncent l'arrivée des corps de 155 civils, dont 135 extraits des décombres dans les hôpitaux de la bande ces dernières 24 heures. Après Gaza, les forces d'occupation s'acharnent sur le Liban. Les dernières attaques sionistes sur le sud du pays ont fait au moins 1 mort et 7 blessés selon l'agence de presse libanaise. Le soutien à la cause palestinienne, un principe non négociable pour l'Algérie, c'est ce qu'a rappelé le président Abdelmajid Tebboune à l'occasion d'une visite au siège du ministère de la Défense nationale. Et enfin, coup de théâtre en France, Sébastien Lecornu a été reconduit à la tête du gouvernement par un Emmanuel Macron qui joue sa dernière carte pour se maintenir au pouvoir. Bonsoir à toutes et à tous. La machine de guerre sioniste poursuit ses massacres 24 heures après l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne. Au moins 21 Palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi dans plusieurs zones de la bande. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, ces civils, dont des enfants, ont été assassinés dans le bombardement d'une maison appartenant à la famille Raboun au sud de la ville de Gaza. Un autre martyr a été signalé dans le quartier de Sheikh Radouane au nord de la ville, tandis que 2 Palestiniens sont tombés en martyrs dans une attaque sioniste au sud de Khan Younes. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 155 civils, dont 135 extraits des décombres, sont arrivés dans les hôpitaux de la bande ces dernières 24 heures, ce qui porte à 67 682 le nombre de Palestiniens, hommes, femmes et enfants, tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023. Et en parallèle, des milliers de Gazaouis reprennent la route du retour vers le nord de l'enclave. Le cessez-le-feu signé entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne ouvre une petite brèche d'espoir, même si beaucoup ne retrouvent que des ruines, là où se dressait jadis leur maison. MLM Zenzitouni. La mort dans l'âme, mais avec l'espoir de retrouver leur maison, des dizaines de milliers de Palestiniens reviennent samedi à la faveur du cessez-le-feu à Gaza, une ville devenue fantôme après 2 ans de génocide sioniste. À pied, en voiture et en charrette, les retours se font au milieu d'amas de ruines. Les points de repère dans les rues ont disparu. Ahmed Al-Jabari ne sait pas où vivre désormais. Ma maison que j'avais construite il y a 40 ans a disparu en un instant. Il ne me reste plus rien. Tous mes frères sont tombés en martyrs et mes neveux aussi. Que me reste-t-il au monde? Mieux vaut mourir que lutter. Je suis heureux que le sang cesse de couler. Les gens peuvent dormir tranquilles et rassurés maintenant que la guerre sera finie. Où irons-nous? Je me suis déplacé dans un bâtiment gouvernemental, mais nous devons partir de là. Où irons-nous? Allons-nous vivre 20 ans sous une tente? C'est la question que nous nous posons. Combien d'années allons-nous vivre sous une tente? Dévastée par le génocide, la bande de Gaza est devenue invivable. Les Gazaouis n'ont pas fini avec la souffrance, malgré l'arrêt des bombardements. L'ampleur des destructions, comme vous pouvez le constater, rend la vie à Gaza impossible. Il n'y a aucun moyen pour vivre ici, ni pour les jeunes, ni pour les personnes âgées. On ne peut pas y vivre, même l'eau n'est pas disponible. Les troupes sionistes se sont partiellement retirées dans le cadre de la première phase d'un accord négocié par les États-Unis et conclu cette semaine pour mettre fin au génocide perpétré sur l'enclave. Entre soulagement et tristesse, les Palestiniens de Gaza sont inquiets quant à l'avenir. Ils étaient des centaines ce samedi sur le chemin du retour vers Khan Younes au sud de l'enclave, à pied, à vélo, sur des charrettes ou à bord de petites voitures. Le constat des déplacés reste le même. Ils sont dévastés par l'ampleur des destructions, la majorité d'entre eux n'ayant plus de maison ni aucun autre endroit où s'abriter. Les forces d'occupation ont tout rasé.
J'ai été déplacée à El Mawassi Khan Younes. Nous avons été déplacés 5 ou 6 fois. Maintenant, ils ont dit qu'il y avait une trêve. Alors nous avons dit que nous irons voir la maison. Je suis partie à 5 heures du matin. J'ai prié et je suis partie. Je suis venue à pied. Nous sommes allés voir la maison. Nous n'avons pas trouvé de maison, ni rien. Tout a été effacé. Nous n'avons pas trouvé de maison ni rien. Tout a été effacé. Ils l'ont complètement effacé. Pas d'abri, pas de maison. Maintenant, où allons-nous partir? Destruction totale, pas de maison restante. 3 ou 4 maisons empilées les unes sur les autres. Et nous ne savons pas où se trouve notre maison. Nous ne savons pas. Toutes les maisons de nos voisins sont au-dessus des nôtres et les nôtres sur celles de nos voisins. Ma maison est en dessous. Elle n'est pas visible du tout. Nous ne savons pas où se trouve notre maison. C'est du sable, juste des gravats. Tout notre travail acharné, tous les efforts de notre vie ont disparu. 60 ans, tout est passé, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Dans la rue, j'ai trouvé 2 morceaux d'éponge et 1 morceau de bois sur le sol. Alors je les ai ramassés pour le feu. C'est un sentiment terrible, un sentiment insupportable. Il n'y a plus de vie à Khan Younes, c'est fini. Khan Younes n'est plus là. Il n'y a pas de mosquée, pas de maison, pas de bâtiment. Les combattants de la résistance palestinienne montaient la garde ce samedi dans les rues de Raza, plus précisément dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle de l'occupation afin d'assurer la sécurité des civils, alors que l'entité sioniste poursuit ses raids d'agression sur l'ensemble de la bande. Les forces du ministère de l'Intérieur se déploient complètement dans toute la bande de Raza, dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle de l'occupation. Le plus grand déploiement se fait dans les intersections et les marchés, pour la sécurité des citoyens, afin que les personnes en deuil sentent qu'il y a une loi et que personne n'est au-dessus de la loi. Les gens ont très bien accueilli ce déploiement et sont venus nous saluer et nous dire de les soutenir et de nous opposer à ces voleurs qui se répandent, même s'ils ne sont que quelques-uns, mais cela donne un esprit d'assurance parmi la population. Dans ce contexte, un haut responsable du mouvement de libération nationale palestinien, Fatah, a averti vendredi que l'entité sioniste pourrait exploiter le cessez-le-feu récemment négocié avec le Hamas pour changer sa position sur le plan de paix pour Gaza, qualifiant la situation de menace continue pour la cause palestinienne et appelant à l'unité nationale. Je vous propose de l'écouter. Cette situation est un danger pour la cause et le peuple palestinien. Pour faire face à cette menace, nous devons nous unir sous une seule décision indépendante. Une décision qui serve toujours la patrie et les intérêts fondamentaux du peuple. Le Hamas ne peut pas être éliminé de Gaza. Il fait partie de notre tissu national. Son efficacité future dépendra toutefois des négociations à venir. La première phase se déroulera dans le calme, mais une fois qu'Israël sera soulagé de la pression publique sur les otages, je crois que sa position pourrait changer et il pourrait essayer de saisir les opportunités pour modifier ses positions. Et qui dit accord de cessez-le-feu dit ouverture des points de passage humanitaire. Des foules de Palestiniens ont encerclé des camions d'aide à Khan Younes ce samedi pour avoir un peu de nourriture après un siège qui a duré près d'1 année dans l'enclave et une terrible famine qui a fait des centaines de morts. Au milieu du chaos, les Palestiniens ont appelé à ce que des agences internationales telles que l'UNRWA gèrent le transfert des aides afin de garantir que ces dernières parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. L'entité sioniste s'acharne à nouveau contre le Liban. Plusieurs raids sionistes nocturnes ayant ciblé le sud du pays ont fait au moins 1 mort et 7 blessés selon l'agence de presse libanaise. Et ce, en dépit du cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024. L'ONU a par ailleurs indiqué début octobre que 103 civils sont tombés en martyrs dans le pays depuis l'entrée en vigueur de la trêve.
Dans ce contexte, le président libanais Joseph Aoun a vivement dénoncé les agressions sionistes contre des installations civiles dans le sud du pays, déclarant, je cite, qu'une fois de plus, le sud du Liban est la cible d'une agression israélienne odieuse, survenant juste après l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé la position de l'Algérie basée sur les principes et non sur les intérêts, en abordant le soutien inconditionnel du pays à la cause palestinienne, faisant notamment référence au rôle joué par la diplomatie algérienne au Conseil de sécurité de l'ONU. أول مرة أنتم تلاحظوا فيها في القضية الفلسطينية توجد مدافع شرس عليها في مجلس الأمن، ومجلس الأمن كان في الحقيقة يعني شرف للجزائر وشرف للشهداء نتاعنا وشرف للمواقف نتاعنا. بصح باش يكونوا عندك هذه المواقف في مجلس الأمن ولا خارج مجلس الأمن لازمك تكون تتحكم في خبزك وتتحكم في استقلالك وتتحكم في المصاريف نتاعك وما تمدش يدك. الجزائر ما توخرتش ما نتساومش، لان احنا ما عندنا حتى دخل مادي، ما عدا ضميرنا يكون مرتاح بالنسبه للشعب اللي مازال محتل ويجاهد. ما عندناش غايه اخرى. الشيء اللي درناه ما ننتظر لا جزاء ولا شكورا، واجب وداخل في رسالة الشهداء نتاعنا. إذن فلسطين نقولها للصديق وغير الصديق، احنا مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة. En parlant des causes justes, le président Abdelmajid Tebboune n'a pas omis de réaffirmer le plein soutien de l'Algérie au Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, affirmant que l'Algérie n'abandonnera jamais le peuple sahraoui. قضية الصحراء قضية استعمارية، آخر مستعمرة في إفريقيا، ملف راه في الأمم المتحدة، نتمنى يصيب الحل نتاعو إن شاء الله. بعض الدول العظمى تسعى إلى حل المشكل، نتمنى أنه يتحل، وأن أشقائنا الصحراويين تكون لهم الفرصة نتاع تقرير مصيرهم، وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد. اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا ما يدوا حقهم، ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والأمور هذه وفي حتى أشقاء على حسنية يقول لك ودي يفتحوا الحدود والصحراء. الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، الحدود تغلقت لأسباب أخرى. 63 سنة استقلال، حدودنا مغلوقة أكثر من 45 سنة. إذن الإنسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي أكاديم، ما نلفق لك أكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين اكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم، ما دامني انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. Concernant la crise en Libye, Abdelmajid Tebboune a souligné qu'Alger ne se mêlait pas des affaires intérieures de Tripoli, rappelant néanmoins que l'Algérie était l'un des premiers pays à avoir appelé à l'organisation d'élections le plus tôt possible dans le pays. On écoute. بالنسبة للأشقاء في ليبيا، يعني احنا تقريبا احنا ما عندناش ما ندخلوا لهم في أمورهم الداخلية، وما عندناش أطماع في ليبيا. نتمنى إن شاء الله كنا من أول وهلة تفتح الملف الليبي معنا نطلبوا بتنظيم انتخابات. اليوم الحمد لله أشقائنا الليبيين صبحوا هما يطالبوا بالانتخابات. إذن
إذا كان عرفنا مع أشقائنا كيفاش تتنظم هذه الانتخابات، كيفاش نساعدوهم في تنظيم الانتخابات، ممكن يكون فيه النجاة بالنسبة لليبيا وإعادة لحمة الليبيين في بعضهم بعض والوحدة الوطنية الليبية، وترجع ليبيا للصف المغاربي والصف الإفريقي والصف العربي. À propos des frictions au Sahel, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré que le point de non-retour n'était pas encore atteint, espérant que la raison prévaudra et que les liens de bon voisinage seront préservés. ثم تعرفوا أن حدودنا الحمد لله راها آمنة لأن الجيش قوي والجيش حذر والجيش قائم بالدفاع على حرمة التراب، وإلا لو كان طمعوا فينا احنا حدودنا راك نشوفوا ناخذ بالنسبة دول الساحل راك نشوفوا واش راه صاير. احنا ما وصلناش لدرجة يعني لا رجوع مع أشقائنا في الساحل. نتمنى إن شاء الله باش الوعي يرجع ويصان الجوار والإنسان يتذكر أن في يوم من الأيام كنا أشقاء، كنا نساعدوا بعضنا بعض في السراء والضراء. Dans le même sillage, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a souligné que le renforcement de la sécurité nationale constituait une stratégie d'unité et de souveraineté nationale, saluant par là même les choix stratégiques tenus par le président Abdelmadjid Tebboune visant à asseoir la logique d'un État leader, d'une économie émergente et d'une armée forte. Les expériences à travers l'histoire ont prouvé que les États qui comptent sur leurs propres forces et leurs composantes internes sont davantage capables que les autres à affronter les menaces étrangères. L'union du peuple avec ses dirigeants et ses institutions étatiques représente le socle de l'édification de la sécurité et la stabilité nationale. Dans ce cadre, les décisions que vous avez prises concernant les ressources stratégiques dans le but de fonder un État leader avec une économie émergente et une armée puissante, ainsi qu'un front interne solide, ne peuvent être que logiques, raisonnables et sages, permettant à notre pays de construire un avenir avec une paix nationale pérenne, fondée sur la fusion des institutions et la complémentarité des efforts avec une vision stratégique basée sur les compétences algériennes et l'efficacité des structures nationales d'un État qui est au service du pays et du citoyen. Pour le général d'armée Saïd Chenguereha, l'armée nationale populaire reste soucieuse de réunir tous les facteurs de sécurité et de stabilité, constituant elle-même un pilier de la sécurité et un moteur du développement national. Dans ce contexte, l'ANP veille à garantir la sécurité et la stabilité, ne lésinant sur aucun effort pour atteindre un haut rang de puissance et de professionnalisme qui permettent à l'Algérie de se développer économiquement et socialement et d'atteindre sa renaissance scientifique et intellectuelle. L'Algérie est aujourd'hui rassurée quant à son présent et optimiste pour son futur. Monsieur le Président, nous confirmons que l'ANP tient à accomplir ses missions conformément à la Constitution et aux principes de l'institution militaire. L'ANP est également prête, sous votre haut commandement, à relever tous les défis et faire face aux menaces et aux dangers. Sahara occidentale, ce samedi, une délégation parlementaire algérienne participant aux travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation a réitéré l'attachement de l'Algérie à sa position de principe en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Une réaffirmation qui se fonde sur le fait que le Sahara occidental demeure un territoire sous occupation illégale depuis plus d'un demi-siècle, en défi manifeste aux résolutions de la légalité internationale. Mon pays, l'Algérie, fidèle à ses principes fondamentaux, à ses engagements historiques et à son attachement indéfectible au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'objet de notre présence ici n'est pas de créer la polémique. Il est plutôt de rappeler une vérité juridique, politique,
morale et surtout historique, que nul ne saurait ignorer. Le peuple sahraoui a le droit inaliénable à l'autodétermination. Ce droit n'est pas une faveur, Monsieur le Président. Ce n'est qu'une option, ce n'est pas une option négociable. Il est un principe fondamental inscrit dans la Charte des Nations Unies. On en parlait tout à l'heure en titre. En France, la mascarade politique se poursuit. Nommé une première fois le 9 septembre 2025 comme Premier ministre, Sébastien Lecornu avait démissionné de son poste 14 heures seulement après avoir dévoilé son gouvernement. Quelques jours après, le voici reconduit à la tête du gouvernement par un Emmanuel Macron qui joue sa dernière carte pour se maintenir au pouvoir. Sohila Kelal. On prend Lecornu et on recommence. Il avait été qualifié de Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Un jugement apparemment hâtif, puisque 4 jours après sa démission, Lecornu est de retour à Matignon. Dans une mauvaise posture, Emmanuel Macron s'était donné 48 heures pour trouver un remplaçant. Mais coup de théâtre, il donne à nouveau carte blanche à Sébastien Lecornu. Le moins que l'on puisse dire est que le Premier ministre a du pain sur la planche, alors que l'urgence est de faire adopter un budget pour 2026 afin de tenter de sortir la France de l'impasse politique. Le plus dur reste à venir, tant l'opposition est déjà vent debout. La reconduite de Sébastien Lecornu a donc été accueillie avec défiance et ironie à gauche comme à l'extrême droite. Les farouches opposants de Macron estiment que la seule issue à cette crise politique inédite est que le président convoque de nouvelles élections législatives ou démissionne. Si Jordan Bardella, président du Rassemblement national, parle de honte démocratique, la chef de file des députés RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, promet déjà la censure. Promesse de censure immédiate également du côté de la France insoumise face à ce que Manuel Bompard, coordinateur du mouvement, qualifie de nouveau bras d'honneur aux Français. Même son de cloche du côté de la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier, qui ne voit aucun argument pour ne pas censurer. Quant aux socialistes, le secrétaire du PS, Pierre Jouvet, dément avec force tout accord de non-censure entre le parti et Emmanuel Macron. Il y a donc que du côté du socle commun que Sébastien Lecornu pourra trouver des alliés à l'Assemblée, tout du moins, car pour ce qui est d'une participation au gouvernement, les Républicains et Horizon semblent préférer passer leur tour, car niveau exigence, Lecornu a mis la barre très haut. Tous ceux qui rejoindront son nouveau gouvernement devront renoncer à l'ambition de se présenter à la présidentielle de 2027. Il faut que ce gouvernement puisse être libre, c'est-à-dire avec des sensibilités partisanes, mais pas emprisonné par les partis. Il faut que ce gouvernement puisse être libre, y compris vis-à-vis de la prochaine élection présidentielle. Moi, je trouve ça très très bien. Emmanuel Macron est pied au mur, avec peu de marge de manœuvre et faute d'une majorité à l'Assemblée nationale. La reconduction de Sébastien Lecornu semble être sa dernière chance de redynamiser son second mandat qui court jusqu'en 2027. Et de son côté, Sébastien Lecornu a reconnu ce samedi qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats pour occuper son poste et qu'il pourrait ne pas rester longtemps en fonction, compte tenu des profondes divisions politiques dans le pays. Il a par ailleurs appelé au calme et au soutien des partis politiques afin d'élaborer un budget et d'arriver à un gouvernement en phase avec le Parlement. Je pense qu'il faut un gouvernement qui corresponde aussi à la réalité parlementaire. C'est indispensable, c'est une démocratie. Et c'est le moment le plus parlementaire de la Ve République. Enfin, il faut aussi que ce soit désormais un gouvernement qui ne soit pas complètement prisonnier de certains appétits partisans. Vous savez, quand j'ai démissionné lundi, j'ai dit que les conditions étaient plus remplies. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que je le dis avec gravité, j'ai été renommé Premier ministre, mais il faut que les conditions continuent à être remplies. Je pense qu'en remettant du bon sens, on va remettre du calme. En remettant du calme, on remettra de la stabilité. En remettant de la stabilité, on remettra du progrès aussi pour les Françaises et les Français, parce qu'en fait, je le dis aussi à tout le monde, il n'y a pas de progrès social et il n'y a pas d'avancée quand on fait du surplace dans une crise politique. Et voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce journal sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.